toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les héros de Bitcoin. Aujourd'hui, on parle un peu Bitcoin, on va parler du S&P 500, on va parler de l'indice du dollar américain qui commence à nous pousser des nouveaux plus hauts et qui arrive dans une zone de rechargement de vente moyen terme totalement logique. On m'a posé plein de questions, Jawad m'a demandé de parler de Riv, de IOS, Philippe m'a demandé de parler de DAR, c'est Mine of Delarminia. Je crois que c'est un nouveau jeu un peu à la Sand, un peu à la Decentraland. Enfin, c'est un jeu décentralisé sur la blockchain. Ça peut être intéressant peut-être d'en parler. Je vous expliquerai un petit peu ma vision de la chose. Je prendrai beaucoup de recul, beaucoup de hauteur par rapport à ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. Et pourquoi pas faire des corrélations sur ce qui s'était passé avec l'indice du dollar par rapport au Bitcoin et par rapport aux marchés financiers il y a maintenant une vingtaine d'années. Ça peut être super intéressant d'en parler dans cette situation de marché un petit peu en chaotique, si on pourrait dire ça. Est-ce qu'on va plutôt faire de nouveaux sommets et on rigolera tous quand le Bitcoin sera à 100 000 dollars, ou est-ce qu'éventuellement un petit tour sur les 43 000 dollars ne serait pas à exclure? C'est très simple, on va essayer d'en parler tranquillement maintenant. Alors, concernant le Bitcoin, on m'a posé une question, je crois que c'est Glaire qui m'a posé ça par rapport à un stop suiveur. En fait, dans la stratégie des 4 rois, nous, vous le savez, on achète plutôt en zone de rechargement long terme, d'accord? Donc sur le Bitcoin, on pourrait le tracer assez simplement. À partir de où les rois pourront racheter du Bitcoin, c'est extrêmement simple. C'est ici, entre les 30 000, 28 000 dollars et les 18 000 dollars. Avant ça, malheureusement, Hermès ne peut pas acheter de Bitcoin. Voilà, j'attendrai qu'il arrive ici. Je ferai une petite parallèle aussi avec Sand. C'est très très intéressant pour savoir si Sand m'intéresse, parce qu'il est en train de faire des nouveaux plus hauts et c'est juste stratosphérique. Et on essaiera de faire une corrélation. Pourquoi pas? Est-ce que Bitcoin n'est pas en train de nous préparer quelque chose d'assez similaire, malgré sa forte capitalisation? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu ou pas par rapport à la capitalisation d'un marché? On va essayer d'y répondre tranquillement. Donc malheureusement, non, Hermès, il ne peut pas acheter de Bitcoin, d'accord? Donc il attendra cette zone de rechargement long terme. Et si le Bitcoin décide de faire de nouveaux plus hauts, c'est très simple. Je tire mon Fibo jusqu'à un provisoire top de marché qu'on ne connaît toujours pas, et je déplacerai tout simplement ma zone de rechargement d'achat long terme en classe éco. Je peux également tirer ma première classe, d'accord, entre les 786 et les 886, tout simplement. Donc c'est ici Hermès qui rachètera éventuellement du Bitcoin sur des structures de marché en mode dollar cost average. On va lisser les prix d'entrée, d'accord, et on attendra des jolies structures en W ou weekly, tout simplement. Donc ça, c'était important. Maintenant, on parle de la technique qui est beaucoup répondue. C'est les amateurs de trading, etc., qui viennent d'arriver sur les marchés financiers. Alors, c'est pas forcément des cryptoactifs, mais c'était très en vogue, en fait, dans les années 2010, 2005, 2010. On pouvait mettre, en fait, des stop suiveurs qui permettent, en fait, de décaler notre stop en fonction de la montée du cours. D'accord? Je m'explique très simplement. C'est très efficace dans les bull markets. D'accord? Dans les bear markets, c'est un peu plus compliqué. Okay, et c'est là où beaucoup de traders crament leur capital. C'est lorsqu'on laisse des stops suiveurs et qu'on reprend des positions plus bas en lissant notre prix, mais on se fait prendre notre stop en permanence. Sur un bull market, ça marche bien. Sur un bear market, c'est dévastateur pour le capital. Je prends un exemple très simple. On va, de façon logique, attendre une structure de marché. On préfère des structures de marché en weekly, d'accord? Donc je vais me placer en weekly et je vais essayer de trouver au plus bas, d'accord, le dernier joli W weekly. Ok, on va dire que le dernier très joli W weekly, il était ici, sur le Bitcoin, d'accord? Au niveau des 10 000 dollars. Et on peut totalement imaginer, d'accord, mettre un petit stop suiveur qui va suivre toute la montée du bull run. D'accord? On imagine, hein? D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on peut l'imaginer. Donc je vais mettre ici une position d'achat. Et je vais définir mon stop à l'avance. Est-ce que je suis prêt à risquer 20% de mon capital, de ma position? Est-ce que je suis prêt à risquer 30% de ma position? Beaucoup de commentaires reviennent dans le sens où ce serait environ, comme c'est des cryptoactifs et c'est très risqué, on peut mettre 15%. Imaginez-vous que 15% c'est quand même énorme pour un trader. 15% d'une position, c'est beaucoup. Ou du capital, c'est beaucoup. D'accord? Mais peu importe. J'ai 10 000 euros de capital, je décide de mettre 1 000 euros avec un stop à 15%. Donc sur mes 1 000 euros, je suis prêt à perdre 150 euros. Ok? On y va. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc l'idée du stop suiveur, c'est que je ne prends en fait jamais profit. D'accord? Ça n'existe là, le profit n'existe pas. Et on va attendre et on va regarder jusqu'où ça peut monter. D'accord? Je vais passer en daily, ce sera plus simple. Et on verra où est-ce qu'à un moment donné, ça va craquer.
Donc on est bien d'accord ensemble qu'on a pris notre position exactement sur ce petit break là, d'accord, de ce W weekly ici, d'accord, peut-être sur le bullback, pourquoi pas, à 11 000 $. Et bien maintenant, en fait, mon stop va monter, va monter, va monter, va monter, va monter, et où est-ce qu'il va être pris, d'accord? On se rappellera bien des 11 000 $. Hein. Ici, mon stop n'est toujours pas pris, on est d'accord. Hein. Ici, ouais, c'était un peu chaud, d'accord, mais ici, mon stop, on peut dire qu'il n'est pas pris, hein, d'accord? On le voit bien, hein. Ici, mon stop, il n'est pas pris, ou à quelques dollars près peut-être, partons du principe qu'il n'est pas pris. Ok. Derrière, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. On arrive ici et boum, mon stop, il est pris. Et il sera pris exactement sur les 17 798 $. On est d'accord que mon prix d'entrée sur mon stop suiveur était à 10 000 $. Et je viens de me faire prendre mon stop juste ici. D'accord? Donc ici, j'ai mis 1000 $. Je prends ma cotation. Plus 60%, je viens de gagner 600 $. Ok? La vraie question, c'est qu'est-ce que j'attends maintenant? Bah, on réattend la même chose. Ok, on attend une jolie structure en W, en double bottom, pourquoi pas? Est-ce qu'on l'aurait pris ici? Pas nécessairement, il n'était pas très joli. Hein. C'était un net fake, d'accord? Bon, est-ce qu'on pouvait prendre un stop suiveur? On va dire pourquoi pas. On remet nos 15%. C'est parti. Donc je viens de gagner 600 $. Je remets mes 15% parce que ça a bien marché la première fois. Donc pourquoi pas refaire la même chose? Ok, et on y va. Je remets. Le problème, c'est qu'en fait, si j'ai mis 1000 €, j'ai 1600 €, il est possible que je remette pas les 1000 € de départ, mais que je mette les 1600. Il faut faire très attention à ça. Quand on parle d'un plan de trading ou d'une stratégie de trading, d'un stop suiveur, l'idée c'est d'essayer de remettre le capital initial ou la position initiale. On n'augmente pas son risque en augmentant son capital investi de sa position. Ok, on essaie de regarder les 1000 €. Et bon, on va remettre 1000 € ici. Ok, donc je remets 1000 € et puis on va regarder jusqu'où mon stop est pris. Je monte, je monte, je monte. Ici il n'est pas pris, toujours pas pris, toujours pas pris. Ici toujours pas pris. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Boum. Ici en effet mon stop est pris. Juste là, sur les 31 000 $. Donc on est d'accord que mon stop a été pris ici, me semble-t-il, sur les 17 000 $ à peu près. Et je monte jusqu'à 30 000 $. Donc j'ai fait une jolie performance encore. Sur un bull market, ça fonctionne très très bien. J'ai fait plus 80%. Donc j'ai gagné 900 € si j'avais remis 1000 $. Donc je fais 900 plus 600, 1500. Ma position était de 1000 $. J'ai gagné 1500 €. Première frustration. Si j'avais mis 1000 € ici, mais que j'avais tout simplement laissé et holdé le Bitcoin jusqu'à mes 30 000 $. Sur 1000 $, j'aurais pas gagné 1500, mais j'aurais gagné 1900 $. Et en réalité, dans ma tête, j'ai pas gagné 1500, j'ai perdu 400. Et allez là, la psychologie inversée par rapport au stop suiveur. Dans un bull market, ça fonctionne très bien. Par contre, prenons-le dans un bear market. D'accord? Parce que malheureusement, des jolis W et des jolis blue bottom, on en a. D'accord? Maintenant, je refais la même chose. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que cette stratégie de stop suiveur peut fonctionner puisqu'on est censé être toujours dans un bull run. D'accord? Mais on va essayer de chercher des jolis double bottom. D'accord? Ici, j'ai un super double bottom. D'accord? Ok. Donc ici, on va dire que j'ai pris 10 000 €. Super. Je conserve mes 10 000 €. On ne fait pas l'erreur de mettre les 10 000 € en stop suiveur. Je ne vais pas remettre l'intégralité de mon capital. Je remets 1000 €. Tout simplement. Ok. On va chercher ici sur un stop suiveur 15%. Juste là. Derrière, ça monte un peu. Ici, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mon stop est pris. J'attends une nouvelle structure. D'accord? Ici, est-ce que j'ai une structure? Non, j'ai pas de structure. Ici, est-ce que j'ai une structure? Oui, j'ai une structure. Magnifique. Mon stop est là. D'accord? Je place mon stop. Stop suiveur, stop suiveur, stop suiveur, stop suiveur. Ça vient ici. J'arrive pile à mon point d'entrée. C'est pris ici. J'ai rien gagné. Donc, j'ai quand même perdu de l'argent. On est d'accord. Mon stop s'est pris une première fois sur un bear market. Et on continue dans cette stratégie. Si je descends ici, j'attends un nouveau double bottom. Super. Il est ici. Donc, je vais reprendre mes 15%. Joli double bottom ici en weekly. Ça va monter, 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 ça va monter. Juste là. On est d'accord que ma position, je l'ai prise ici. Et que je viens de faire prendre la position ici. J'ai reperdu de l'argent. Encore. Et on continue, on continue, on continue. Alors, les stop suiveurs dans un bull market, ça marche très bien. D'accord? Dans un bear market, ça marche moins bien. La problématique de ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a gagné de l'argent sur toute une montée et que comme notre stratégie a bien fonctionné ici,
Statistiquement, c'est possible qu'elle fonctionne très bien ici. Sauf que les gains réalisés ici, je les perds ici. Il y a une deuxième chose de psychologie qui est très très grave sur les marchés financiers, c'est l'idée de se refaire. Voilà. Et quand on se dit on va se refaire, ça veut dire qu'on va augmenter notre risque. Donc augmenter notre position, se surengager sur une position. Donc au lieu de mettre 1000 euros, je ne mets pas 1000 euros parce que j'ai déjà perdu 1000 euros, donc je vais mettre 2000 euros et je repère en fait ma position. Ça, c'est un très très gros risque. Le stop suiveur est intéressant et je finirai là-dessus. Donc oui, ok pour un stop suiveur sur un suivi de tendance en bull market, pas de problème. Cryptoactif, ok, que ce soit 10%, 15%, 20% de la position, mais restez bien accroché. Pourquoi ? Parce qu'il faudra à chaque fois que votre stop est pris, réattendre une nouvelle structure en W. Je vous le dis, sur Mana par exemple, ça me donne mon petit parallèle, c'est intéressant. Sur Mana, si vous avez loupé le train du stop suiveur, malheureusement, vous ne le récupérez pas d'ici là. Non, c'est pas Mana que je voulais vous montrer, c'est Sand, pardon. Vous ne le récupérez pas tout de suite, malheureusement. On imagine ici, j'ai mis mon stop suiveur. Ok, ça marche, je monte mon stop, je monte mon stop, je monte mon stop. Déjà, ici, c'est fait craquer votre stop suiveur. Juste là. D'accord ? Ici, il a été craqué. Votre stop suiveur, donc vous attendez une nouvelle structure. Ok, ma nouvelle structure, je l'ai ici. Ici, magnifique structure. Je vais repartir sur mes 15% par exemple, ou 20%. On imagine, hein, peu importe. Hop. On va mettre 20% de ma position. Et je vais suivre mon stop. Regardez bien, hein. D'accord ? Je mets ici, je prends la structure, super. Je mets 20% stop suiveur. Où est-ce qu'il va s'arrêter mon stop ? Regardez bien. Hein. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Et ici, mon stop est pris. D'accord ? J'ai bien gagné, hein. Aucun problème. Hein. J'ai gagné 145%. Bon, je le remets où après mon stop ? Sur une nouvelle structure en weekly. Malheureusement, la prochaine structure en weekly, elle est un peu plus tard. Donc en fait, cette hausse-là, je la perds. Ok, je fais une jolie structure en weekly ici. Super, je vais aller le chercher. Ou en daily, hein, c'est pas vraiment du weekly. Je remets mon stop ici. J'augmente, 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 j'augmente. Est-ce que, alors je suis pas allé dans l'hyper détail parce qu'aussi bien on se l'est fait attraper 5 fois hein, le stop. Hein. D'accord, mais ici, sur cette bougie-là, boum, je suis pris mon stop. Donc on est d'accord que j'ai pris là, j'ai gagné 6%. Est-ce que en gagnant que 6%, je suis satisfait ou pas par rapport à cette montée ? Est-ce que je vais profiter de toute la montée ? Malheureusement non, je ne profiterai pas de toute la montée. Ça veut dire qu'à partir d'ici, j'attends une nouvelle structure. Est-ce que j'ai ma nouvelle structure ? Oui, je l'ai ici, ma nouvelle structure. Est-ce que je ne viens pas de me faire prendre mon stop juste après ? Regardez, juste ici, je me refais prendre encore mon stop. D'accord ? Alors oui, je gagne de l'argent, mais ça veut dire qu'il faut que je sois régulièrement sur les marchés, régulièrement derrière les écrans, et que je dois suivre en fait mon évolution. Alors je peux recevoir une notification pour dire « Oh, bah j'ai perdu, oh, bah j'ai perdu ». Et il faut bien y aller sur des structures de marché. D'accord ? C'est très très important. Mais c'est une technique très intéressante. D'accord ? Là, j'étais plus à 4%, j'étais plus à 20%. Mais dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Je perds, entre guillemets. D'accord ? Sur un bull market, ça marche. Sur un bear market, gare au capital. D'accord ? Et on n'augmente pas notre position. Si on a une stratégie d'investissement sur le moyen long terme, quel que soit le trading que vous utilisez, il faut conserver les mêmes tailles de position. D'accord ? Toujours corrélé par rapport au capital donné. Ça veut dire que, généralement, il est de mise de dire, pour chaque idée d'investissement ou chaque idée de trade, je vais utiliser que 1% de mon capital. Donc c'est très simple, sur 10 000 euros, 1%, c'est 100 euros. Donc je risque 100 euros pour chaque idée de trade, tout simplement. Si j'ai un capital de 100 000 euros, bah, je peux risquer 1000 euros par idée de trade. Mais ça ne veut pas dire que si je perds 3 fois, je dois me refaire en mettant pas 1000 euros, mais 3000 euros. Interdit de faire ça. D'accord ? Mon trading est rentable si au bout de 100 trades, dans une même configuration de marché, celui-ci a gagné plus de X fois mon pourcentage investi. D'accord ? Si sur 100 trades, j'ai investi 100 000 euros. Sur les 100 000 euros, j'ai réussi à gagner 20 000 euros. À ce moment-là, ça peut être rentable dans le très long terme. Néanmoins, attention à l'investissement temps que vous allez passer sur les marchés financiers. Malheureusement, un trader ne prend pas l'intégralité d'une hausse. Un trader prend des fractions de hausse. Ok ? C'était peut-être important de parler longuement de ça. Je reviens sur une idée reçue par rapport au dollar, par rapport au risk-on, par rapport au risk-off, qui nous dit, attention, le dollar commence à reprendre des couleurs. Et vous avez raison, le dollar reprend des couleurs. D'accord, j'en avais parlé. Pour moi, tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, c'est de faire un nouveau bas. Bonne nouvelle, il a cédé. L'objectif, aller plus haut. Notre objectif sur le dollar, à court terme, c'est d'aller chercher notre zone de rechargement de vente logique.
Vous me suivez? Allez ici. Donc ici, je prendrai un take profit. D'accord? Si j'ai aujourd'hui sorti mes euros pour les mettre dans le dollar, parce que je suis sur le forex, il serait intéressant pour nos amis traders, moyen court terme, de prendre des profits ici. Il est parfaitement probable, logique, en fonction des idées et des médias pour dire il y a une inflation à plus de 6%, etc. Donc c'est pas vraiment normal avec la machine à cash de la Fed aux États-Unis qui imprime des milliers de milliards de dollars. Bah, c'est pas vraiment normal que ça monte. Bah, par rapport à la livre turque par exemple ou par rapport à l'euro, parce qu'on peut revoir juste après au niveau de l'euro-dollar, bah, on voit que l'euro prend une petite claque derrière la tête. Pas par rapport à la force d'une monnaie, mais par rapport à une possibilité de croissance. Hein, d'accord? Les Américains sont réputés et sont connus pour sortir des crises beaucoup plus forts. Hein. Les Européens sont connus de sortir des crises de façon beaucoup plus long terme. On se refait mieux de la crise, bien de la crise, mais on prend plus de temps. D'accord? Et les marchés aiment anticiper ce temps-là. Donc aujourd'hui, les financiers préfèrent le dollar à l'euro. Bon, libre à eux. Est-ce que si on commence à avoir des structures comme ça, d'accord, est-ce que ce serait peut-être pas intéressant de remettre un petit peu d'euros par rapport au dollar? Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur ces grandes poussées du dollar par rapport au marché financier? Je vais vous prendre deux corrélations qui étaient très très intéressantes et ça me donnera en fait un rappel par rapport à la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier. Ici, il y a une très très grosse poussée entre avril 2014 et mars 2017. D'accord, on est d'accord. Donc ici, c'était peut-être pas intéressant d'être engagé sur les marchés financiers. Que s'est-il passé sur les marchés financiers sur cette énorme poussée, d'accord, entre juin 2014 et janvier 2017? On va regarder très rapidement. Je l'ai préparé, j'ai fait mes devoirs. En fait, il s'est strictement rien passé entre juillet 2014 et janvier-mars 2016, janvier 2017. Juste ici, si on pousse un peu, hein, d'accord, juste là. Bah, on voit qu'il ne s'est juste pas passé grand-chose. Voire, le S&P a continué à augmenter. Là, je suis sur le marché américain. Okay. Pourquoi le marché américain? Parce que c'est le marché qui lead en fait l'intégralité des marchés financiers mondiaux. C'est le plus valorisé, le plus capitalisé. Donc c'est un bon indicateur en fait d'esprit par rapport au marché financier. Bon, on voit qu'il y a une très grosse poussée de dollars, alors que les assets entre guillemets à risque ne font rien. Ça retrace, ça fait peur. Il y a des formes de distribution. On pense que ça va aller dans le néant. Ça fait pas depuis 2016-2015 là qu'on parle de la chute des marchés financiers, le big crash. Bah non, mais ça repart. Pourquoi ça repart? Parce que le dollar, malheureusement, crache un peu. Ici. Donc quand le dollar monte, les marchés stagnent. C'est de la stagflation. Et quand le dollar baisse, les marchés augmentent. Bah, c'est intéressant ce jeu-là. C'est peut-être plus intéressant d'être investi sur les marchés, même si ça ne fait rien, plutôt que d'être sur du dollar, et que lorsqu'il monte, bah, il monte moins vite, entre guillemets, que les marchés financiers, et quand il baisse, bah, les marchés montent. Bonne question. C'est toujours pour se protéger. Bien sûr qu'on va commencer à sortir du marché risqué pour aller se réfugier dans le dollar. Les capitaux ne se créent pas, même si la Fed a énormément imprimé de dollars qui s'est essentiellement dirigé dans les marchés financiers. Techniquement, la monnaie se déplace. C'est ça l'idée de la monnaie, c'est qu'elle se déplace. Les capitaux se déplacent d'un marché à un autre. Si on commence à faire la corrélation entre le S&P 500 et la crypto-monnaie ou les crypto-actifs actuellement, partez du principe qu'aujourd'hui le S&P 500 c'est 50 000 milliards de dollars, corrélé et à comparer à la blockchain c'est 3 000 milliards de dollars ou 2 500 milliards de dollars. Bon, on a beaucoup encore de choses à voir sur la blockchain. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, ça représente une toute petite goutte d'eau dans le néant des marchés financiers. D'accord? On prend une deuxième parallèle qui est très intéressant par rapport au S&P 500 ici. Là, entre juillet 2001 et 2008, ici, il y a eu une grande décorrélation, un crash littéral du dollar. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers? On va regarder tout de suite. Très intéressant. Ben, ils n'ont rien fait. On est d'accord. Entre juin 2000, crack bulle des années 2000, et en réalité 2007-2008, le marché n'a rien fait. D'accord? Bon, en effet, il a craché en 2008 derrière. Mais pour faire quoi en fait? Pour être dans un énorme range qui a duré 20 ans. D'accord? C'est 10 ans, pardon. C'est en 2013 qu'il a clôturé au-dessus et qu'il a poussé sur de nouveaux sommets. On le corrèle par rapport à l'indice du dollar, extrêmement simple, par rapport aux années 2000. Hop, j'étais ici. On est bien d'accord que le dollar se déprécie entre 2008
D'accord? Est-ce que c'est intéressant ou pas de corréler le dollar, que les capitaux rentrent dans le dollar par rapport à d'autres marchés? Non. C'est pas une nécessité en soi. Par contre, on peut, je vais pas tout effacer. Je vais le garder, j'ai pas envie de tout effacer. Je le ferai le nettoyage plus tard. Hop. Ici, on peut quand même parfaitement imaginer, en toute logique, qu'il y a deux choses qui sont en train de se passer. Un, les monnaies fiduciaires mondiales sont en train d'être délaissées au bénéfice du dollar. Donc ok, le dollar est fort, c'est très très bien. Deuxièmement, il y a probablement des grosses prises de profit qui sont prises actuellement sur les marchés à risque, comme le S&P 500, comme dans Google, comme le Nasdaq, etc., et qui viennent dans le dollar. D'accord? Donc, bonne nouvelle, il y a du cash alors que les marchés sont au plus haut. Et il y a du cash qui rentre. Intéressant. Peut-être qu'à un moment donné, ce cash va être encore redistribué, pourquoi pas dans les cryptoactifs. Ok? Parce que là, on approche d'une zone de rechargement de vente logique. Ok? Nous sommes dans une dynamique, malheureusement, baissière, ici, sur le dollar. Ici, ce sera complètement baissier. Et on viendra écraser les précédents lots. Le problème, je vais tout effacer, je referai tout, c'est pas très très grave. Le problème, c'est qu'on est en train de pricer, en fait, quelque chose qui n'a pas de sens. C'est irrationnel de voir le dollar monter. Avec tout ce qu'on nous explique sur l'inflation, etc., c'est pas normal de voir le dollar monter. Bah, malheureusement, les marchés peuvent être plus longtemps irrationnels que vous ne pouvez rester solvable, tout simplement. Malheureusement, et ça c'est quelque chose qui se répète inlassablement, généralement, le marché fait le contraire de ce que la majorité pense, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, le dollar va pas se retourner sa veste pour aller faire de nouveau plus bas? C'est possible. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Le dollar a le vent en poupe et le Bitcoin continue à retracer. Donc ça, c'était super important. Également, je voulais vous parler de quelque chose de très intéressant sur une idée de frustration. Je vais vous prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Mana, c'était intéressant. Mana, c'est intéressant. Parce qu'on va se créer en fait des billets psychologiques. Je vais pas aller sur... je vais aller sur Binance. Voilà. Ok. Bon. Ça explose littéralement. Super. On est tous contents. Pour ceux qui y sont, c'est génial, c'est super. Moi, j'y suis pas, mais c'est pas grave. Hermès, il y est pas alors qu'il aurait pu rentrer ici. D'accord? Le problème, c'est qu'on voit que ici, tout le monde s'en fiche de Mana, et d'un coup, ça explose. Parce que le monde entier a les yeux dessus. D'accord? Est-ce que ça veut dire que le monde entier a les yeux dessus? Nous, il y a une toute petite partie de crypto-optimistes, en fait, qui ont les yeux dessus, et comme c'est très faiblement capitalisé, bah, ça pousse très très fort. Quand il y a un amas de personnes qui veulent acheter au même moment un même actif financier, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il pump. D'accord? C'est tout à fait logique. Le problème, c'est que quand il y a plus d'acheteurs ou moins d'acheteurs, qu'est-ce qui reste? Des vendeurs. Donc pour l'instant, on voit que sur Mana, tout va très très bien. On n'a que des acheteurs. Moi, Hermès, où est-ce qu'il aurait pris des profits? Je vais chercher mes précédents bottoms, d'accord? C'est pas comme ça que je voulais faire. C'est ici. Voilà. Je vais chercher mes précédents bottoms de marché, je vais chercher mon précédent top de marché, et je vais arriver sur ma nouvelle structure ou mon retournement de tendance long terme, sur mon précédent top de marché. Et je vais aller chercher des objectifs de prix. Et ben je vous le dis, moi par exemple sur Mana, j'aurais déjà sorti une grosse partie de mon capital, j'aurais déjà récupéré mon investissement par ici parce que j'étais en zone de rechargement, donc ici j'aurais déjà pris mon capital, d'accord, ma position serait gratuite, ici je prends des profits, ici je reprends des profits, et sur les 3618 je reprends des profits massivement. Arrivé en haut, il me reste grosso modo, par rapport à mon investissement de départ, environ 10% de ma position, pas plus. Donc en somme, si j'ai ici injecté 1000 euros ou 1000 euros ici, techniquement, il me resterait 500 euros. Et j'aurais un bénéfice calculé par rapport à une zone de prise de profit logique d'environ 4000 $. D'accord? Ce qui est pas mal. Hein? Gratuit, hein? Ça veut dire plus 4000 $ dans ma poche, et je laisse 500 $ ici. J'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Par contre, ça crée de la frustration. Parce qu'on dit, bah, ce truc ne fait que monter, que monter, que monter. Et est-ce que c'est déjà arrivé sur les marchés financiers traditionnels que ce truc continue à monter? Est-ce qu'on a eu beaucoup d'occasions en fait, de récupérer ce marché au vol à court terme? Ben, je vais vous montrer quelque chose et peut-être que ça va faire travailler votre subconscient. C'est Google, Alphabet. Je vais y aller avec vous. C'est très très intéressant. Sur le Nasdaq. On y va ensemble, tranquillement. Tout se passe bien. Est-ce qu'on a eu beaucoup la possibilité, Hermès, parce que ça répondait aussi à un autre commentaire que j'avais eu sur YouTube. Hermès, t'es gentil, mais s'il faut attendre de racheter du Bitcoin à 20 000 $, on va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? D'accord? Bah, en fait, on est peut-être en train de ressentir aujourd'hui, peut-être sur le Bitcoin, ce qu'on a ressenti sur Google.
Et ça, c'est super intéressant. Parce que la dernière fois où Google est venu en zone de rechargement sur un retracement, accrochez-vous bien, ici, on a investi sur les marchés, enfin, introduction en bourse, 2014 ou 2004, pardon. Derrière, on va aller le chercher en haut, juste ici, et on va tracer notre zone de rechargement d'achat moyen terme, juste là. Classe éco. On est bien venu chercher ici ma zone classe éco, et c'était dans 2008. Introduction en 2004, 2008, crash financier, tout le monde s'en rappelle, c'était ici, quand tout le monde disait sauf qui peut, c'est la mort du monde, les banques vont tous faire faillite, cachez les femmes et les enfants et gardez votre argent dans les poches ou sous le matelas. Bon, en fait, c'était ici qu'il fallait acheter des actions. Ok. Malheureusement, moi, je n'y étais pas à ce moment-là. On continue. Est-ce qu'à un moment donné, ou pas, parce que je vous dis, vous prenez votre petit fibo et vous le tracez, vous le tirez jusqu'à temps qu'on revienne dans votre classe éco. On va regarder s'il est revenu ou pas sans classe éco. Toujours pas. On continue. Est-ce qu'il est revenu en classe éco? Toujours pas. Ok, est-ce qu'il est revenu en classe éco? Toujours pas. Ok, là toujours pas. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. En fait, pour résumer, j'efface ça. Google n'est jamais revenu en classe éco, je cite, depuis décembre 2008. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? On change de stratégie ou on va plutôt voir ailleurs? Est-ce que là, je vais vous reprendre ça sur le Discord, c'est très intéressant. J'avais dans ma documentation des rois du marché, tout en bas, et je vais vous demander en fait de vous poser cette question-là sur la psychologie des marchés financiers. Vous savez qu'on a cette idée d'optimisme, le disbelief, le bull trap, l'espoir, les médias qui commencent à en parler, l'euphorie, et après on a le nouveau paradigme. D'accord? Et quand on arrive tout en haut ici, c'est un nouveau paradigme. Ok? Et c'est là où on commence à voir finalement quand tout le monde pense que ça ne peut plus baisser, que ça ira toujours plus haut, qu'on commence à avoir des structures de retournement long terme en M-top que personne ne veut voir et que personne ne comprend. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre avec Google? Je vous pose la question très simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la tête de la plus grande population et de la masse, Google est un nouveau paradigme? Est-ce que Google a changé le monde? Je me dis que la réponse est oui. Et je pense que c'est peut-être une bonne occasion aujourd'hui de prendre des profits sur ce type d'actifs. Voilà. C'est très intéressant. C'est à un moment donné, Amazon, Google, Microsoft, etc., Apple, c'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau monde, c'est les GAFAM. On en parle tellement que c'est devenu quelque chose de totalement normal dans notre esprit. Prendre des actions Google, c'est safe, c'est secure. Est-ce que finalement, au fond de nous, ce n'est pas tout simplement le pire moment? Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, des actions comme Google, Amazon ou Apple, qui ont et qui sont venus dans une zone de rechargement, ne reviendront pas dans une zone de rechargement à terme? La réponse est oui. Je serai patient, j'attendrai peut-être 10 ans, mais Google devra à terme revenir à minima, me chercher ma zone de rechargement. S'il ne le fait pas, tant pis. Il ne le fait pas, tant pis, j'irai voir ailleurs. Maintenant, Bitcoin, c'est très intéressant, je ne vais pas aller sur celui-là. Je vais revenir sur... je vous avais noté un petit truc qui était très intéressant. Voilà, c'était là. Bitcoin reviendra-t-il dans une zone de rechargement, d'achat ou pas, moyen, long terme? C'était très intéressant. C'est quand on commence à voir ce genre de choses, je ne dis pas que c'est fini. D'accord, la dynamique est totalement bullish, etc. Et ça peut partir très très fort. Mais est-ce que ce genre de choses, on ne l'avait pas déjà vu? Vous allez me dire, oui, en 2017. Ouais, mais on l'avait vu encore avant. Et c'est ça qui est intéressant. On l'avait vu juste ici. D'accord? Et j'aime bien en fait prendre ces rétrospectives et on restera là-dessus par rapport à la psychologie des marchés. C'est que j'ai bien l'impression, alors ça bouge un peu parce que c'était très peu liquide à l'époque, mais partez du principe que je pense que ce type de structure-là, c'était un peu comme sur Ethereum ou un peu comme sur toutes les cryptoactifs qu'on a, sur Mana, sur Sand, sur SushiSwap, etc., sur Dodge, sur tout ce que vous voulez comme crypto qui explose aujourd'hui, qui partent très 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 fort. D'accord? Et c'est pas des petites, on passe de 100 $ à 1200 $. Ça va quand même vite, c'est du plus 1000, plus 2000%. Derrière, est-ce qu'on est revenu ou pas dans une zone de rechargement long terme? La réponse est oui. Et d'ailleurs, on y est resté longtemps.
D'accord? Donc en fait, le Bitcoin n'a pas connu un bear market. Il a déjà connu un bear market il y a très longtemps de cela. D'accord? On est revenu les chercher, les 160 dollars, 100 dollars en première classe ici, sur le Bitcoin. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cryptoactifs actuellement qui sont comme ça, qui partent très fort et qui viendront nous chercher des zones de rechargement. Le problème, c'est qu'on se dit, c'est dommage, j'efface tout, c'est pas grave, je referai. Je dis, on a loupé le train, ça reviendra jamais. Mais en fait, et je ne cesse de le répéter en fin de vidéo, et pour ceux qui me suivent jusqu'à la fin, je vous en remercie infiniment, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, le meilleur moment, il est derrière nous. Et qui vous dit que le meilleur moment, à ce moment-là, il n'était pas derrière nous, hein? Il était peut-être plutôt devant nous. Et moi, j'ai bien l'intime conviction, sur les marchés des cryptoactifs, qu'en fait, le marché est devant nous. Et quand on verra ici que le marché n'est plus devant nous, mais est derrière nous, on s'aperçoit que non, le marché, il n'est pas derrière nous. Le marché, il est devant nous. D'accord? Et l'histoire se répète, se répète, se répète, se répète inlassablement. Sauf que la population et la masse achètent ici, comme la masse achète probablement ici. Bon, on a une structure de continuation formidable. La direction est donnée, c'est totalement bullish. Jusqu'à où? Bonne question. Prenez des profits dans la montée. J'ai pas parlé de DAR et tout, j'ai pas parlé de EOS, je voulais parler de Zilliqa, de Mana, mais bon, on va rester là-dessus sur les S&P. Tous les voyants sont au vert, énormément d'injections monétaires. Le marché de la crypto-monnaie est un tout petit marché et je pense qu'il y a de belles avenirs devant elle, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo du Bitcoin. Ciao.